Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour madame. Bienvenue à toutes et à tous au club de l'économiste, la plateforme d'échange et de communication. Et nous sommes au tout premier numéro du club de l'économiste pour le compte de l'année 2023. À tous et à toutes, nous présentons nos voeux les meilleurs. Notre invité est monsieur le ministre Luc-Marie Constant Nyakadia, qu'on ne présente plus. Il répondra aux questions des professionnels des médias que nous sommes pour la plupart. Et sans plus tarder, nous allons faire le tour des présentations. Je commence par moi-même. Je suis Pis Onyo, journaliste à Reporter Bénémonde. Merci à vous, monsieur le ministre. Vous êtes architecte de formation. Vous avez été ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme sous la présidence du général Mathieu Kérékou. Vous n'êtes pas moins homme politique pour avoir été candidat à l'élection présidentielle de 2006. Vous avez été le deuxième secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, poste que vous avez occupé pendant 2 mandats, entre 2007 et 2013. Vos concitoyens, les professionnels des médias également, voudraient encore vous connaître avec force de détail. Que dire de plus? Votre rappel est exact. J'ai eu l'occasion de travailler comme sous-secrétaire général des Nations Unies en effet. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités, par exemple, dans le cadre de la décennie des Nations Unies sur la lutte contre la dégradation des écosystèmes. Je suis l'un des 24 membres du Conseil consultatif mondial pour cela. J'assure la présidence du Conseil d'orientation stratégique de l'OSS, de l'organisation du Sahel, du Sahara, l'Observatoire Trito. En ce moment, actuellement? Actuellement. Bon, mais est-ce vraiment utile? Ce qui est utile, c'est ce que vous me ferez dire, je crois. Alors, à l'avènement du régime de M. Patrice Talon, on a parlé de cadre de vie. Avez-vous le sentiment que le cadre de vie des Béninois respecte les normes standards d'architecture? Il y a du mieux, il y a du progrès, il n'y a que les aveugles qui ne pourraient pas en convenir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait pour que l'investissement public qui est fait et qui aujourd'hui est remarquable puisse apporter plus de résultats? Il faudrait que le Béninois lui-même joue sa partition, je veux dire chaque individu. Or, le cadre de vie se construit, se pense. Et l'architecte que je suis, je voudrais relever que les Béninois n'aiment pas consulter les professionnels pour leur cadre de vie. Et ça, c'est regrettable parce que en se privant du conseil d'un expert, en réalité, c'est comme si on choisissait de se faire opérer par, je ne sais pas, quelqu'un dont ce n'est pas la profession, dont ce n'est pas le métier. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le développement urbain dans notre pays va plus vite que tout. Je vous donne quelques éléments. Allez-y. Entre 1960 et aujourd'hui, donc pour être plus précis, la population urbaine du Bénin a été multipliée par 5 en 60 ans. Par 5. Maintenant, vous prenez une ville comme Abomey-Calavi, sa population a été multipliée par 5 en 20 ans. Aucune planification urbaine à ce jour ne sait courir après une telle vitesse. J'aime à dire qu'en Afrique, l'urbanisation est comme un TGV, un train à grande vitesse qui va plus vite que tout. Et il faut de nouvelles formes, de nouvelles façons de planification de gestion urbaine pour capter cela. C'est ajouté à cela le fait que dans les années 80, avec les crises économiques, la variable d'ajustement a été l'investissement public en milieu urbain. Quelques chiffres encore, je sais que vous aimez les chiffres. Oui. En 1999, quand moi je venais à la tête du ministère de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, qui était le nom de l'ancêtre du cadre de vie, l'investissement public en milieu urbain per capita urbain était de l'ordre de 4 800 francs CFA par habitant. Autant dire presque rien. Et le budget de fonctionnement du ministère était équivalent à celui de la HAC. C'est pour vous dire où étaient nos priorités en ce temps-là. Maintenant, pour rendre justice à qui de droit, nous avons fait du chemin.
on pourrait en parler en détail, mais c'est pour planter le décor, pour dire l'Afrique s'urbanise très vite, notre pays aussi. Et maintenant, il faut comprendre que l'investissement public en milieu urbain est un investissement pour la croissance. Parce que c'est quoi une ville en fait? Une ville, c'est le lieu de création de la valeur ajoutée pour la production primaire des territoires. Une ville a un territoire. Bon, Cotonou, son territoire, c'est le Bénin. Mais quand vous prenez chaque ville, vous prenez par exemple une ville comme Djougou, c'est l'ensemble de tout le territoire, j'allais dire de la Donga par exemple. Donc, s'il y a une production qui se fait dans la Donga, ça passe pour la plupart par Djougou avant de descendre par le port. Comment on crée de la valeur ajoutée? Comment on fait pour que la ville performe en faisant cela? Comment on fait pour que les acteurs économiques comme Madame puissent trouver un contexte qui leur permette d'avoir des avantages comparatifs par rapport à d'autres pays? C'est ça une ville. Alors, avant de vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous aviez fait lorsque vous étiez ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme pour améliorer le cadre de vie des Béninois, est-ce que dans votre jugement tout à l'heure, vous ne pensiez pas que le niveau de vie sociale du Béninois ne lui permet pas de consulter un architecte? Bon, ça c'est... Je peux aisément être en désaccord avec vous. Quand vous circulez, vous regardez ce qui est investi. Vous vous demandez comment, pour de tels investissements, prendre une portion de l'ordre de 3, 4, 5, 6% pour s'assurer que l'investissement est bien fait. Est fait pour performer par rapport à sa destination. Et est fait pour être durable. Et est fait pour que 5, 10, 15 ans plus tard, ça ait la valeur ajoutée temporelle souhaitée. Quand on ne peut pas faire ça, c'est qu'on n'est pas un investisseur. Et donc, ce n'est pas une question de niveau de vie, c'est une question d'entendement, de compréhension. Moi, je me souviens, architecte, un client qui est venu me voir et a passé commande pour une résidence. Vous savez que dans le métier, on conçoit et puis on s'accorde pour contrôler, pour s'assurer de la conformité du projet avec ce qui a été fait. Et il m'a dit, vous savez, moi je sais me débrouiller, je vais m'assurer moi-même du contrôle technique. Je lui ai dit qu'avant que vous n'arriviez à la dalle, comme on dit ici, donc la dalle, vous allez me chercher comme Diogène en plein jour. Et effectivement, c'est un dimanche qu'il est venu me chercher à l'église pour dire, mais j'ai un problème, venez aidez-moi. Vous voyez, et pourtant il pouvait, mais on pense que personne ne se substituerait à un chirurgien pour opérer son fils. Mais on pense quand même que pour construire la maison qui va habiter toute la famille, on peut improviser. Venons en fait maintenant sur ce que vous aviez fait lorsque vous étiez ministre aujourd'hui de l'Environnement. Et est-ce que ce qui se fait aujourd'hui est bien conforme à votre ambition et à vos rêves? C'est deux grosses questions. Sur la première, oui. Je voudrais rappeler qu'en 1999, moi j'ai eu la grâce d'entrer dans un ministère au moment où le premier document de stratégie de réduction de la pauvreté était en préparation au Bénin. Et j'ai eu un exemplaire du draft, comme tous les ministres. J'ai vu que dans ce document, il y avait 4 ministères prioritaires pour la réduction de la pauvreté et que l'environnement n'était pas dedans. Le cadre de vie urbain n'était pas dedans. Dans la logique des institutions de Bretton Woods à l'époque, c'était que l'investissement en milieu urbain ne pouvait pas véritablement réduire la pauvreté ou consolider la croissance. Il fallait investir dans, et ils avaient aussi raison dans ce cadre-là, investir dans l'agriculture, dans la santé, dans l'éducation, mais pas dans l'environnement. Mais je leur ai dit, dans un pays où la ressource naturelle vivante est la première base des populations, comment peut-on penser que ne pas investir pour préserver ou s'assurer que ça ne se dégrade pas ne va pas générer de la croissance et de la pauvreté. Donc il a fallu faire cette bataille-là. Nous l'avons gagnée. On a été l'un des tout premiers pays en 1999 où ce document-là et les investissements ont pris en compte le secteur. Ça a été très utile
Parce que grâce à cela, nous sommes rentrés dans les ministères prioritaires et ça a permis par exemple à l'investissement public en milieu urbain dans notre secteur d'être triplé en 5 ans. Non seulement triplé en 5 ans, mais parce que nous avons promu la gestion axée sur les objectifs et les résultats. Certains peut-être se souviennent de ce que nous en étions les porte-flambeaux. L'investissement en termes d'exécution est passé d'une moyenne de 50% avant 99 à plus de 90%, en tout cas tout le temps où moi j'ai été là. Vous voyez? Et en même temps, nous avons été le porte-flambeau du transfert des compétences en matière de décentralisation. Parce que quand on est en charge d'un secteur comme celui-là, qui est aussi un secteur clé pour les mandats des communes, il faut faire avec elles. Donc il faut s'assurer avec elles qu'elles ont la capacité, qu'elles peuvent faire la transition pour prendre la responsabilité. Nous avons fait cela. Tout cela a contribué à faire en sorte que les ressources aient pu être triplées en termes d'investissement sans que les ressources d'administration aient été augmentées, ce qui est aussi un autre indicateur de performance, et que les communes aient appris aussi à gérer. Vous vous souvenez que c'est de cette époque que remontent les programmes de pavage, d'assainissement, ainsi de suite. Voilà. Donc, je pourrais parler d'autres exemples, hein, mais l'investissement a été triplé. En 1999, j'ai dit c'était de 4 800 par habitant urbain. Ça a été triplé. Maintenant, par rapport à votre deuxième question. Oui. Aujourd'hui, de 11 milliards en 1999, l'investissement public en milieu urbain est passé à 103 milliards. C'est vrai que la population urbaine est passée de 2,5 millions d'habitants en milieu urbain à 6 millions aujourd'hui. Mais si vous faites le ratio, vous allez trouver que en per capita, donc en par habitant urbain, l'investissement public a été multiplié par 7,3. Pour reprendre un des adjectifs favoris du président Talon, ce sont des investissements massifs. Mais le main que je veux mettre ici, c'est que non seulement c'est massif, mais c'est inscrit dans un ensemble de réformes systémiques qui permettent d'en assurer la durabilité. Et tout ça est appréciable. Et selon votre idéal, puisque à l'époque vous étiez déjà futuriste, est-ce que tout est en bonne voie? Appréciable, oui, mais est-ce que c'est en bonne voie? C'est dans la bonne direction, la perfection n'étant pas humaine. Mais vous voyez, je me souviens du mal que j'ai eu à convaincre que une lagune dans une ville est un atout pour la ville. Et ne pas investir à la fois pour que ça cesse d'être un lieu où on jette des ordures, pour surtout la valoriser en termes d'atouts urbains pour les urbains, mais aussi pour ceux qui voudraient venir au Bénin afin qu'on les attire davantage. Ce n'était pas bien perçu à l'époque. Mais aujourd'hui, on le voit bien. La corniche qui est en chantier, quand elle sera finie, j'ai compris que ça serait terminé d'ici la fin de l'année, ben nous irons tous voir. Et ça va ajouter à l'attractivité de notre pays. Jean-Claude Kouagou de l'Économiste pour ces questions. Merci, Monsieur le ministre. Luc Yakeler, vous êtes expert en environnement. En raison de ce que Fils vient de le rappeler, dans vos attributions de ministre de juin 1999 à février 2005, ce portefeuille vous relève. Ensuite, sous le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, vous avez été nommé en septembre 2007 secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. En cette qualité, Monsieur le ministre, quel est l'impact de l'utilisation des herbicides et des pesticides sur l'environnement? Les herbicides et les pesticides sont, en termes d'impact, à la fois sur la santé humaine, sur la santé des sols, sur la qualité de l'eau, ont des impacts au long cours. Il faut les utiliser au minimum et à bon escient quand il n'y a pas d'alternative. Parce qu'il y a des alternatives. Elles ne sont peut-être pas toujours efficaces selon la menace à laquelle un herbicide peut répondre. Mais quand on anticipe et qu'on fait la bonne
bon genre ou le bon type d'agriculture, on peut utiliser moins. Parce que les herbicides et leurs coreligionnaires participent à la pollution de l'eau, participent à la dégradation des sols et participent aussi à des risques durables sur la santé humaine, y compris des menaces comme des menaces sur des types de cancers qui ont été documentés. Donc il faut s'en servir quand il n'y a pas d'alternative. Mais cela a un prérequis. Le prérequis, c'est qu'il faut faire la bonne agriculture sur le bon sol. Tous les sols ne sont pas bons pour toutes les spéculations. C'est pour ça que moi je me réjouis que notre pays a été réparti en zones agroécologiques. Ces zones écologiques maintenant sont... il y a des agences territoriales qui sont responsabilisées, qui sont même spécialisées par rapport à des spéculations données. Tout ça participe de la science qu'il faut pour non seulement amener, quand c'est nécessaire, le pesticide ou l'insecticide utile, mais il faut former les agents. Il faut les informer, les former, de manière à ce que, par exemple, l'épandage ne soit pas à tort et à travers, et que la dose, simplement la dose unique, y compris, si possible, à déposer au pied du plan, soit l'option prise. Qu'est-ce que vous proposez vraiment des alternatives? Vous savez, aujourd'hui, je m'emploie, aujourd'hui, mon fils a une ferme qui n'est pas loin de Cotonou, et je suis son assistant. Et je vois un regard dubitatif, et pourtant, oui, je suis son assistant. Pour apporter les choses que je peux apporter en termes de choix, de choix stratégiques et autres. C'est saisissant ce que c'est possible de faire autrement. Lui, il a pris le pari de faire une agriculture organique. On pourrait dire, mais le bio est un label. Je suis sûr qu'il va l'avoir, mais parce qu'il a pris les dispositions pour. L'agriculture organique, pour citer mon ami Nzamudjo, le patron du Centre Songhai, c'est l'agriculture qui nous permet de danser le tango avec la nature. Tous ceux qui savent danser le tango, il faut vraiment s'entendre pour bien danser le tango et ne pas marcher sur les pieds les uns des autres. C'est possible. Il faut, pour une spéculation donnée, faire d'abord les spéculations, donc pour un sol donné, je voulais dire, faire les spéculations que le sol ou les caractéristiques biophysiques du sol permettent, et faire les associations de cultures qui permettent d'anticiper, de prévenir un certain nombre de prédation. Et il y a des options, des alternatives de lutte biologique contre tous les risques pour lesquels on cherche le raccourci qui consiste à aller chercher des pesticides. Mais ce type d'agriculture est une forme d'agriculture à haute intensité de connaissance. Et c'est peut-être pour ça que certains préfèrent le raccourci qui consiste à bombarder le sol de pesticides. Et c'est dangereux. On ne calcule pas assez l'impact que ça a sur la santé des populations. Quand vous polluez un sol, vous polluez le cours d'eau, la nappe phréatique, tous ceux qui sont en aval sont contaminés. Si on intègre tout cela, on penserait autrement. Monsieur le ministre, vous me laissez encore M. m'asseoir. Et j'allais demander sur la même question. Est-ce que vous recommandez qu'on puisse nécessairement faire l'étude des sols avant de pouvoir, comment dit-on, de trouver la solution idoine qu'il faut pour faire de l'agriculture? Vous savez, j'ai noté que le ministère de l'Agriculture a fait un recensement des exploitations agricoles dans notre pays. Je crois que c'était il y a 2 ans. Et ils ont recensé donc des données sur qui fait quoi, où et comment. Voilà un recensement qui est une mine d'or pour l'action publique en termes d'accompagnement à apporter aux agriculteurs pour leur dire ce qu'il faut faire où et ce qu'il faut éviter de faire où. Il fut un temps où dans notre pays, on a même cultivé le coton à la télé, où on disait aux gens c'était une question de quotas. Dans chaque commune, il fallait faire des quotas. Et cela a accéléré la dégradation des terres. Peut-être qu'on va en parler, si vous voulez savoir dans quelle mesure notre pays est affecté par ces processus-là.
Donc aujourd'hui, oui, on ne peut pas forcément attendre d'un agriculteur lambda qu'il puisse faire ça. Mais la puissance publique a, je crois, le devoir et l'autorité suffisante, y compris aujourd'hui à travers les agences territoriales, pour mettre ces informations-là à disposition, cartographier les caractéristiques biophysiques de nos sols et permettre aux gens de faire au mieux. Pour que, par exemple, à Banter, quand on voit que la rentabilité du maïs est en train de baisser de l'ordre de 15% en une décennie, ça dit quelque chose par rapport au sol. Alors que dans d'autres régions aux caractéristiques similaires, les gens ont des rentabilités ou des récoltes qui sont du double ou du triple. Donc il y a des choses à faire. Monsieur Kouabou, Oui, votre dernière question. Les côtes béninoises subissent des actes de l'avancée de la mer. Les habitations ont été englouties dans l'océan Atlantique à grand flot. Le littoral de Cotonou résiste difficilement à la rage des vagues et les grands édifices sont menacés de disparition. Et quelle solution durable préconisez-vous pour cette question? Il n'y a pas de solution miracle. Les causes sont parfois des causes qui sont locales et parfois des causes internationales liées au changement climatique. C'est la combinaison des deux. Par exemple, l'érosion côtière dans la zone du PLM est due à la toute première aux digues du port qui ont dévié le courant et qui ont amené des effets de déviation des courants qui ont érodé la côte à l'est de cette digue-là. Mais cela a été accéléré, accentué par les impacts des changements climatiques. Donc, il faut non seulement faire les investissements très lourds qui ont été consentis en épis et autres et qui ont été renforcés, mais il faut mettre en place un système de surveillance pour consolider ces infrastructures et les renforcer aux besoins par rapport à la manière dont ils se comporteraient face aux risques. Mais il faut aussi une réponse sous-régionale. C'est ça qui fait que le Bénin s'accorde avec le Togo, par exemple, pour ce qu'on doit faire. Et en fait, c'est un programme sous-régional sur la côte de l'Afrique de l'Ouest, pour s'accorder sur comment on fait. Parce que si par exemple, les Togolais font des infrastructures à n'importe et qui ne sont pas coordonnés avec nos infrastructures, nous allons tous les deux faire beaucoup d'infrastructures et par manque de coordination, la réponse ou les solutions n'auront pas la durabilité attendue ou en tout cas souhaitée. Isaac Yahi de Fraternité pour ces questions. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Comme le président aussi, vous avez été ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme. Aujourd'hui, le Grand Lopoué, ça Cotonou et ses environs, le Grand Lopoué est confronté à un problème de pollution sonore et atmosphérique. Et ce problème est amplifié le plus souvent par l'embouteillage qu'on constate sur nos voies à des heures de pointe. En tant qu'expert dans le domaine, quelle solution préconisez-vous pour remédier à ce problème? Il faut savoir que, comme je l'ai dit tantôt, la croissance urbaine s'est faite de façon accélérée, y compris autour de Cotonou, Calavi, Sénéfodi, ainsi de suite. Et que non seulement elle s'est faite, mais elle a été compliquée par une forme de production spatiale en termes de lotissement qui a été même extensive. Ce qui fait qu'on n'a pas, si vous prenez par exemple la zone de Guincomen, vous allez voir que dans le périmètre entre Guincomen, le boulevard Stemel et le boulevard Saint-Michel, si vous regardez la densité de la population et la valorisation du foncier, vous allez vous rendre compte que le foncier est plus valorisé que les bâtiments qu'il y a dans beaucoup de ces maisons-là, dont certaines sont en indivision. Oui. Alors, pendant ce temps, les infrastructures qui ont été réalisées là, depuis les années 60, ne sont pas valorisées faute de densité. Et plus loin, vous allez à Yenawa, vous allez jusqu'à Calavi, on a déjà loti. Donc vous voyez, nous courons après le problème. Il faut que le périmètre urbain soit connu
maîtrisée et son exploitation densifiée. Ça permet que chaque infrastructure soit rentabilisée, c'est-à-dire que le taux de rentabilité interne de la route, de son assainissement, de la fibre optique et autres est plus élevé parce que ça dessert plus de gens. Plus de gens aujourd'hui et plus de gens demain. Il faudra veiller à cela. Il faudra poursuivre les travaux, les investissements en termes d'infrastructures, mais il faudra aussi utiliser les autres éléments. Par exemple, vous avez probablement observé que quand on a changé l'heure de sortie de l'administration l'après-midi, ou en fin de journée, ça a un peu baissé le bouchon du soir. Donc, on appelle ça le chrono-urbanisme. C'est-à-dire, chaque fois que c'est possible, qu'on peut décaler les activités qui se font à la même heure, qu'on peut les décaler un peu par de la réglementation, il faut le faire parce que ça réduit la pression sur les infrastructures tout en rendant les infrastructures performantes. Donc, il faut utiliser toute la panoplie de ces outils-là pour pouvoir non seulement rentabiliser ce qu'on a fait aujourd'hui, mais faire de meilleurs choix pour demain. Et enfin, si vous prenez le numérique, vous savez que le meilleur moyen de transport urbain dans notre pays et pour fournir sa communication, c'est le ZEM. Mais a priori, le ZEM est rentable à cause du contexte qui est le nôtre et qui s'est un peu répandu en Afrique. Hein. Mais normalement, un transporteur pour un transporté, ça devait être très cher. Un transporteur pour un transporté avec, et si vous prenez en compte tout ce qui va avec les émissions de gaz et tout cela, vous rendez compte que c'est très cher. Donc faire en sorte que nous ayons des transports publics qui permettent de réduire les coûts induits par rapport à ce mode de transport, un transporteur, un transporté, c'est un parti utile. Faire en sorte aussi que les engins utilisés soient de dernière génération. Si, moi, j'ai entendu dire, et j'applaudis des deux mains, je serais heureux quand ça va se faire, que nous commencions à importer, voire à produire ici des motos et des engins électriques. Il n'y a pas de raison que nous attendions, pendant que les Européens ont décidé d'arrêter la production d'engins thermiques à l'horizon 2035 pour certains, leurs vieux véhicules vont venir chez nous, mais il faudra que nous ne permettions pas cela, que nous fassions le saut technologique qui est possible. Et nous avons le contexte, nous avons les hommes pour pouvoir produire ça ici, chez nous, et satisfaire la demande de notre pays. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choix stratégiques qui sont utiles et qui sont nécessaires. Louis Tossavi de Le Potentiel. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Quand on parle de la protection de la nature, nous entendons souvent un nouveau thème. Je parle de l'économie verte. Alors, Monsieur le ministre, à quoi recouvre bientôt l'économie verte? Oui, l'économie verte a été en vogue, surtout quand on a commencé à penser développement durable. Vous savez que le développement durable, ça a trois piliers. L'économie, le social et l'environnement, et avec les approches écologiques pour la durabilité. L'économie verte, ce n'est pas simplement une économie où on plante des arbres, c'est une lecture même largement insuffisante de ça. L'économie verte, c'est cette économie-là qui, dans sa conception, est transversale, à la fois intègre les préoccupations de durabilité pour l'utilisation des ressources, donc en termes d'efficience, utiliser le moins de ressources pour le plus de résultats. Cette économie-là est verte. Cette économie est verte quand elle fait en sorte que le bien-être des populations est pris en compte pour penser l'économie. C'est là que l'économie devient verte. Donc l'économie qui est verte, c'est une économie qui est au cœur du développement durable et c'est de façon transversale tous les piliers du développement. La préservation de l'environnement, le bien-être des populations et bien sûr une croissance qui est inclusive et partagée. Alors, Monsieur le ministre, toujours dans la même dynamique, qu'est-ce que les pays africains, comme le Bénin, peuvent faire pour bénéficier de la manne financière de l'économie verte? Et une question pour finir. Nous avons récemment célébré la 2e mondiale des Nations Unies. Vous avez profité de l'occasion de votre présence
pour vous demander, monsieur le ministre, qu'est-ce que nous entendons par zone humide et combien de zones humides nous avons dans le pays? Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci bien. L'économie verte, ce n'est pas une manne qui va venir d'ailleurs. Je voudrais que nous nous départissions, que nous nous débarrassions de cette acception qui veut que ce qui est bon pour nous doit venir d'ailleurs. Ce qui est bon pour nous est au-dedans de nous, et est en nous et avec nous. Donc l'économie verte, ce n'est pas une manne qui va venir d'ailleurs, c'est une approche, c'est un changement paradigmique de l'économie qui veut que... Je vous donne un exemple. Parce qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais j'espère qu'on va en parler. Le Bénin, par exemple, est devenu le premier producteur de coton en Afrique. Il faut applaudir cela. Il faut maintenant regarder comment s'est fait cette accélération de la production. Est-ce qu'elle s'est accompagnée d'une intensification de l'agriculture, d'un accroissement de la rentabilité, d'une réduction des processus de dégradation des terres, d'une réduction des pesticides qui polluent les sols? Si ce n'est pas un corollaire de cette croissance-là, dans ce cas, nous serions en train de manger notre blé en herbe. Par contre, si c'est fait de manière à ce que, parallèlement à ce que nous avons cette performance-là, que les autres éléments dont je viens de parler sont corrélés et permettent donc d'observer qu'il y a intensification de l'agriculture, qu'il y a réduction à l'hectare et, je dirais, à la tonne produite des intrants chimiques de synthèse et tout ça, là, nous serions dans une logique d'économie verte et de croissance verte et durable. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une manne qui va venir quelque part. Je voudrais nous inviter tous à penser autrement. Il y a ce complexe d'extranéité qui veut que ce qui est bon pour nous là vienne d'ailleurs. Si c'est bon pour nous, c'est que c'est au-dedans de nous. C'est que c'est parmi nous, c'est que c'est avec nous. Maintenant, les zones humides, les zones humides sont des aires où on a un type d'écosystème particulier qui tire avantage de la présence de l'eau. Et systématiquement, remblayer cette zone-là, alors que c'est souvent non seulement des habitats pour des populations animales particulières, et aussi c'est des exutoires pour le fonctionnement des écosystèmes, c'est dangereux pour l'équilibre écosystémique de n'importe quelle zone, quelle région. Donc, nous devons préserver les zones humides. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait l'objet d'engagement au niveau d'une convention, la convention Ramsar, et que les Nations Unies encouragent à préserver les zones humides. Isabelle Kpadé de Cap FM. Monsieur le ministre, du 6 au 18 novembre s'est tenue en Égypte la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. Pouvez-vous nous situer sur les objectifs de la COP27? La COP27 avait pour objectif d'impulser l'ambition de l'action climatique. Vous savez que l'action climatique, ça a 3 pieds, si on peut résumer ça ainsi: la réduction des effets de serre, l'adaptation aux changements inévitables liés au réchauffement climatique et le financement pour ce faire. Maintenant, pour la COP27, il y avait en plus les dommages irréversibles, donc qui ne peuvent pas être du domaine de la résilience, donc qui sont irréversibles, qui sont infligés aux plus vulnérables et pour lesquels il fallait trouver des mécanismes de compensation. Donc, en gros, voilà ce sur quoi la COP27 devait agir en veillant à mettre en œuvre ou à opérationnaliser les résultats de la COP26 qui s'est tenue à Glasgow. Voilà. Ok, merci, monsieur le ministre. Nous allons continuer. Alors que la COP26 avait pour objectif de relever de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le rapport de synthèse des Nations Unies souligne que les engagements des États ne sont pas encore suffisants. La COP27 doit donc être celle de l'approfondissement de l'ambition et de la mise en œuvre afin de maintenir la possibilité de limiter le réchauffement mondial
à 1,5% Celsius. Pour beaucoup d'experts et consultants en environnement, cette COP qui s'est tenue en Afrique devra aussi être celle de la solidarité et de la coopération entre pays développés et pays en développement. Qu'en dites-vous, monsieur le ministre? La COP 27 s'est tenue dans un contexte géopolitique qui laissait dire à beaucoup qu'elle ne pouvait pas réussir. Les tensions liées à la guerre en Ukraine, les réflexes nationalistes qui ont fait que le multilatéralisme était plutôt en berne, ont fait penser que la COP27 ne pouvait pas réussir. À l'aune de ces présages-là, on peut penser qu'elle a quand même satisfait à une certaine mesure. D'abord, par la participation de 40 000 personnes. Certains pensent que les COP sur le climat sont devenues trop grandes pour ce pourquoi elles ont été pensées. On peut y revenir. Il y a eu près de 130 chefs d'État et de gouvernement qui ont participé. Donc, si on veut parler de volonté politique, on peut aussi mesurer ça à cela. On peut observer qu'il y a eu des engagements liés aux dommages irréversibles, un mécanisme pour pouvoir y faire face. Mais maintenant, on peut aussi regarder ce qui n'a pas été fait. Par rapport aux contributions déterminées au niveau national, on n'a pas entendu de déclaration particulière pour accroître l'ambition. Nous sommes loin du compte. Les contributions déterminées au niveau national aujourd'hui, on devait estimer où elles nous mèneraient. Elles nous amènent loin de 1,5 degré. On est plus dans l'ordre de 3 degrés à la fin du siècle. Donc le compte n'est pas du tout bon et l'ambition n'a pas été, sur ce plan-là, particulièrement exprimée. On s'attendait aussi à ce qu'il y ait une approche particulière, précise pour l'adaptation, qui est au cœur des attentes des pays africains. L'Afrique est le continent le plus vulnérable au choc climatique, ayant contribué à peine à 2% des émissions. Et c'est légitime que l'Afrique insiste pour qu'elle reçoive des financements pour s'adapter. Dans la plupart des pays africains, cet aspect d'adaptation est priorisé dans les contributions déterminées au niveau national, mais le financement ne suit pas. Et sur ce plan aussi, il n'y a pas eu d'avancée particulière par rapport à ce qui a été obtenu à Glasgow. Mais moi, je voudrais regarder au-delà de ça, et en cela, je dois dire que c'était agréable de voir l'économiste publier le post que j'avais fait en rentrant d'Égypte, en rentrant de Sharm el-Sheikh. J'étais un peu dépité. Je disais qu'il faut que la communauté internationale ait le courage de reformater les COP sur le climat. 40 000 personnes pour combien de négociateurs? Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les gens soient aussi nombreux. Je dis que quand vous allez en marge des COP, en marge des négociations, vous voyez beaucoup de choses. Vous voyez beaucoup d'acteurs qui disent des choses qu'ils font. Vous voyez beaucoup de communautés qui parlent de ce qu'elles font, mais cela n'est pas comptabilisé dans l'ambition réelle, ni comptabilisé dans ce qu'on peut faire pour porter à l'échelle ces choses-là. Donc, il faut que les COP, j'allais dire, les COP des événements parallèles permettent de capitaliser ce qui se fait, ce que le paysan de Kalalé fait pour s'ajuster, pour s'adapter, pour faire face à quelque chose qui est... Bon, il n'a pas le choix, c'est s'adapter ou périr. Mais ce qu'il fait, c'est de l'adaptation. Il faudrait non seulement en tenir compte, mais venir l'accompagner pour faire davantage. Donc, j'espère que les COP à venir vont précisément avoir un mécanisme de reddition de comptes qui implique tous ceux qui doivent faire quelque chose. Et nous devons tous faire quelque chose. La menace climatique est une menace systémique. C'est-à-dire, elle est systémique, elle est transversale. Elle affecte toute l'activité humaine. Donc, personne n'y échappera. Et si quelqu'un se tient en marge en disant « Bon, je ne suis pas vulnérable », la personne se met le doigt dans l'œil. Stéphanie Razouma, de Radio Togo. Je vais vous dire. J'étais récemment à Bonn, pour y avoir résidé pendant près de plus de 6 ans. J'y étais à l'automne, comme ils disent là-bas, donc c'était
si je ne m'abuse, en octobre. Et j'ai vu la sécheresse à bord. La sécheresse à bord. Pendant que j'y étais et que j'insistais pour que tous les pays qui se sentaient non vulnérables, non affectés aux sécheresses, à se joindre aux pays africains pour s'accorder sur des approches et une coopération pour faire face aux sécheresses, beaucoup de pays ne s'estimaient pas concernés. Mais aujourd'hui, la sécheresse, on l'a relevée jusqu'en Angleterre. Et vous avez vu les feux de forêt qui ont dévasté l'Australie et la Californie et qui sont devenus exponentiels. C'est pour dire que personne ne sera épargné et que nous avons vraiment intérêt à nous accorder pour une réponse systémique au risque climatique. Vos questions, Stéphanie Razoma, de Radio Topa. Merci, monsieur le ministre. Selon vous, est-il possible de venir objectivement à bout des problèmes climatiques auxquels l'humanité est confrontée? Ou bien c'est un vœu pieux? Certains voudraient en faire des vœux pieux pour justifier leur procrastination. Mais il y a l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, avait eu ce mot très juste. Il a dit que les risques climatiques souffrent de ce qu'il a appelé la tragédie des horizons. La tragédie des horizons. C'est-à-dire que l'horizon du choc climatique est plus loin que l'horizon de l'action politique et plus loin que les intérêts qui président au choix des acteurs privés et du secteur des entreprises. Et de ce fait, ils pensent que ça va être pour les autres et pas pour eux. Mais aujourd'hui, interrogez les assureurs. Ils vont vous dire que le coût des assurances aujourd'hui est tel que tous les assureurs et les réassureurs du monde s'accordent à dire que le premier risque et le premier portefeuille de leur déboursement, ce sont les chocs liés au réchauffement climatique. Donc, non, ce n'est pas un vœu pieux. Oui, c'est difficile à prendre en compte pour un acteur politique qui a un mandat de 3, 4, 5, 6 ans. C'est difficile pour un homme d'affaires qui se dit, quand je produis à Bantel du maïs, je me souviens avoir fait une rencontre à l'invitation du président de la Chambre de commerce et d'industrie d'alors, M. Sativi, pour parler aux hommes d'affaires béninois de accord de Paris, quel intérêt pour eux. J'ai demandé à l'un d'entre eux qui était producteur de bière, qui utilise aussi donc du maïs, où est-ce que vous vous approvisionnez en maïs? Et il m'a dit, là où on en produit. Là où on en produit, savez-vous que du fait de la combinaison de la façon dont on produit le maïs et des chocs climatiques, y compris les sécheresses et autres, les productivités sont en baisse de l'ordre de 15% par décennie. Comment allez-vous faire? Est-ce que vous avez intégré ça dans votre chaîne de valeur? Mais comme lui, il est ignorant de ça, et que deuxièmement, même pour ceux qui le savent, ils pensent que c'est un horizon dans 2 décennies, 3 décennies. Bon, est-ce que moi je serai encore là? En tout cas, j'ai intérêt à continuer business à ce jour, à continuer à faire ce que je fais comme je le fais, pourvu que j'ai mon retour sur investissement à court terme. Ce court-termisme-là est ce qui nous fait penser que c'est un vœu pieux. Mais toutes les entreprises du monde qui ont regardé et ont cherché les innovations nécessaires pour faire autrement ont été gagnantes. Parce qu'il s'agit d'innovation, il s'agit de créativité, il s'agit parfois de faire autre chose, sinon de faire la même chose mais autrement. Tous les pays qui l'ont fait, toutes les entreprises qui l'ont fait sont devenues les premiers de la classe. Et nous avons intérêt à ne pas être les derniers. Monsieur le ministre, les OGM seraient dangereux pour l'organisme selon une étude scientifique. En effet, la consommation des aliments contenant d'OGM provoquerait des tumeurs dans l'organisme. Quel est votre avis sur la question? En fait, les OGM sont des organismes vivants modifiés artificiellement par l'action humaine. Parce que les organismes vivants
subissent des modifications naturelles. Mais là, c'est une modification génétique. Donc, le patrimoine génétique est modifié. Ça peut être une plante, ça peut être un animal, ça peut être un micro-organisme, mais c'est modifié. Et du fait du principe de précaution, et ici même ça va au-delà du principe de précaution, du fait qu'on ne sait pas ce que ça va avoir comme impact, et que même certains impacts montrent déjà que le risque est grand. Pour ma part, en mars 2002, suite aux travaux que j'ai demandés d'un atelier d'évaluation, le Bénin a mis un moratoire pour dire on n'a pas toute la connaissance nécessaire, ni tous les outils nécessaires pour savoir si c'est bon pour nous et comment on va gérer cela. Et de fait, on a mis un moratoire de 5 ans. Et si j'ai bonne mémoire, le moratoire a été renouvelé en 2008 pour dire que il faut en fait, le souhaitable, c'est qu'il y ait un accord régional à l'échelle par exemple de l'UEMOA ou de la CEDEAO pour dire nous n'allons pas faire ça. À l'époque, d'autres pays, parce qu'il y avait beaucoup de pression, d'autres pays l'ont fait. Et ils sont allés par exemple dans l'approche des OGM en écoutant les multinationales, ils sont entrés dedans, ils en sont revenus. Prenez le Burkina par exemple qui est revenu du choix fait à l'époque pour des semences de ce type-là pour la production du coton, si ma mémoire est bonne. Il faut choisir en connaissance de cause. Il faut choisir par rapport à ce qui nous intéresse. Pour ma part, parce que choisir un semencier qui nous fournirait des OGM, c'est choisir une dépendance de ce semencier-là. Il faudra toujours aller acheter chez lui. Et cela est, à mon avis, contraire, ne serait-ce qu'à la souveraineté en matière de sécurité alimentaire, et j'en passe. J'en passe pourquoi? Parce qu'il y a les autres risques que nous ne connaissons pas. Donc, je souhaite que mon pays, s'il devrait y aller, qu'il y ait de vraies raisons pour y aller, évaluer par rapport à nos besoins, à nos potentialités, à nos avantages comparatifs, aux alternatives disponibles, et que nous nous dotions de capacités pour contrôler. Contrôler si ça vient au Bénin ou pas, si c'est dans les importations ou pas. Alors, nous allons parler de la question du coton. Après la fierté que le Bénin soit premier producteur du coton, avec du recul, quelle lecture faites-vous de tout ça? Oui, c'est un résultat à acclamer pour les économistes, mais pour les environnementalistes. Je l'ai dit tout à l'heure, si, et je ne sais pas, mais je crois que le ministère a fait le nécessaire. Les éléments dont je dispose laissent penser qu'il y a eu de l'attention et que cela s'est fait grâce à de meilleurs rendements, ce qui est souhaitable, que un recensement permet de savoir qui fait où, quoi et produit quoi et comment, ce qui permet d'affiner l'apport et l'accompagnement apporté aux producteurs, que je veux souhaiter que cette impulsion-là s'accompagne des meilleures pratiques qui sont aujourd'hui connues et documentées pour produire du coton en réduisant les impacts sur l'environnement. Et par exemple, vous voyez, on ne le sait pas assez. La ville de Banikwara est devenue une ville très vulnérable au changement climatique, avec des inondations très fortes chaque année. Ce n'était pas le cas avant. Mais l'une des causes est que pour faire de la culture, de la monoculture, beaucoup de zones ont été, comment je vais dire, le couvert végétal a été enlevé pour pouvoir faire place au coton. Or, le couvert végétal, c'est une défense naturelle par rapport au choc climatique. Donc, si on doit enlever le couvert végétal, il faut l'enlever. Il y a une façon de l'enlever, de préserver d'autres parties pour que la partie enlevée n'accroisse pas la vulnérabilité. C'est ça que j'appelle les meilleures pratiques. Donc, parce que le gouvernement a pris ce nombre de dispositions pour non seulement savoir qui produit et où, et maîtriser aussi la portance des sols,
je veux avoir aussi, a priori, l'attente que cette production-là, sa durabilité est prise en compte et que progressivement, elle se met en place. C'est une attente que j'exprime. Vous savez, le Bénin est l'un des pays touchés par la désertification. Quand on dit désertification, vous pensez désert. Mais ce n'est pas ce que ça veut dire. Si vous lisez la Convention, le mot désertification vient de ce que une terre fertile et mal utilisée est devenue si pauvre qu'elle a pris un aspect de désert. On appelle ça désertification, donc un processus d'appauvrissement des terres qui les transforme en désert fait de main d'homme, par opposition au désert naturel. De 2000 à 2010, l'évaluation qui a été faite au Bénin est que dans la période, pour assurer la croissance de la production agricole, la croissance des terres emblavées a été de l'ordre de 5%, alors que la croissance de la population est de l'ordre de 2,93%. Ça veut dire quoi? Que la demande liée à la croissance de la population par rapport à la croissance constatée des terres emblavées montre que c'est presque le double. Ça signifie que l'agriculture est si extensive que, alors que ça devait être le contraire, pendant que la population croît, et parce que l'agriculture est devenue intensive, les terres emblavées ne devaient pas progresser au même rythme que la population. Or ici, c'est presque le double. Et l'évaluation était à l'époque que le coût socio-économique et écologique d'une telle dégradation a été évalué à environ 8% du PIB de l'année 2000 par an. C'est ça qui a conduit le gouvernement en 2018 à organiser un atelier que j'ai eu le privilège de faciliter pour aboutir à un plan d'action qui a été appelé changement de paradigme dans la gestion des terres au Bénin. Un plan d'action qui a été adopté par le gouvernement, avec le financement indiqué, pour permettre entre maintenant et 2030 que le Bénin inverse effectivement le processus de dégradation des terres, que le Bénin restaure autant de terres qu'on doit dégrader pendant la décennie 2000 à 2010. Moi, je m'attends à ce que cette année, donc 5 ans après, qu'on puisse évaluer la mise en œuvre de cela, pour voir si les tendances sont bonnes, qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il faut faire autrement. Parce que c'est vital. En fait, c'est l'un des paramètres du potentiel de croissance de notre pays. Et donc, si on veut vraiment consolider ce potentiel-là, il faut regarder à ça aussi. Alors, vous dites que les pratiques d'autrefois pour le coton ont véritablement affecté nos terres. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pour moi, il y a des évaluations qui montrent que la façon, il n'y a pas que le coton, par exemple, la façon dont nous faisons l'igname en faisant des buttes, les buttes fragilisent des sols, et comme il y a des pluies qui sont intenses et irrégulières, ces zones-là sont facilement érodées aussi. Mais oui, nous avons des pratiques agricoles qui doivent être revues à l'aune des meilleures pratiques que l'on connaît par rapport au type de sol que nous avons, vu le fait que nous sommes l'un des pays les plus affectés par le processus de dégradation des terres. Vous savez que dans la même période de 2000 à 2010, oui, le nombre de populations vivant sur les terres dégradées s'est accru de 23%. Et ce taux-là est l'un des plus élevés en Afrique. Donc, ce sont des éléments qui, si on n'en tient pas compte, on peut faire une croissance, mais qui ne serait pas durable. Mais les éléments que moi j'ai vus et que j'observe laissent à penser que les préoccupations, parce que précisément il y a eu l'atelier de 2018 et qui avait connu
une présence très forte au niveau ministériel. Et l'engagement pris qui a amené même le gouvernement à adopter ce plan d'action-là laisse à penser que ça a été traduit dans les stratégies dans les différents secteurs qui sont impliqués, et que certainement, il était envisagé que 5 ans plus tard, on puisse l'évaluer, que l'évaluation va se faire cette année, et permettra, je souhaite, de constater qu'il y a eu de bons progrès, et éventuellement de corriger là où les corrections seraient nécessaires. Avant l'évaluation, est-ce que vous, à votre niveau, vous avez essayé de fouiller, de documenter? Parce que le Bénin, premier producteur en Afrique, ça questionne. Est-ce que les engagements pris ont été respectés? Est-ce que nos terres, bon, c'est une question que je vous pose directement, est-ce que vous avez regardé? Moi, j'ai regardé surtout les statistiques publiées par le ministère de l'Agriculture. Et j'ai observé effectivement qu'il y a eu une intensification de cette production-là, que les rendements sont meilleurs. J'ai aussi noté que la mise à disposition des intrants se fait à bonne date, ce qui est un prérequis pour leur bonne utilisation. Parce que quand ce n'est pas mis à disposition à bonne date, parfois les paysans pensent qu'en mettant davantage et beaucoup, ils auraient de meilleurs résultats. Donc, il y a des éléments qui laissent à penser que des prérequis sont en place. Et les dispositions aussi mises en place pour l'accompagnement des producteurs laissent à penser que c'est le cas. Mais il n'y a rien de tel que de faire une évaluation avec des checks, avec des évaluations in situ pour voir. Mohamed Sidi, le révélateur du jour pour ces questions. Oui. Monsieur le ministre, que veut dire transition énergétique? La transition énergétique, c'est l'ensemble des transformations qu'un pays s'impose pour que sa production d'énergie soit la plus efficiente possible en termes de ressources utilisées pour produire de l'énergie et ait le moins d'impact possible sur l'environnement et donc soit écologiquement durable. C'est ça une vraie transition écologique. Et je ne sais pas quelle est la question suivante que vous allez me poser par rapport à ça. Bon, je vais aller dans ma seconde question. Monsieur le ministre, les pays occidentaux interdisent aux Africains... Ah non, avant ça, alors avant ça, je voulais dire quelque chose. Avant ça, oui. Vous prenez le cas de notre pays, le Bénin. Moi, je me souviens, j'ai dû acheter mon premier groupe électrogène en 1996, parce que nous étions en plein concours d'architecture quand le blessage a commencé. J'ai dû l'acheter par avion. C'était nécessaire pour ne pas rater le concours que nous faisions. Et jusqu'en 2016, donc, vous vous rendez compte, 20 ans plus tard, on n'avait pas résorbé le déficit de production. Parce que l'entendement, c'était que, et c'est un entendement aussi promu par les partenaires de développement, que un pays comme le Bénin pouvait s'autoriser simplement à être connecté à des producteurs d'énergie, et ça serait plus rentable pour nous. Donc, des infrastructures ont été financées pour nous raccorder, par exemple, au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas déléguer aux autres. Au nom de ces choses-là, il y a l'énergie qui est le sang de l'économie. Sans énergie, vous ne transformez rien. Donc, vous ne pouvez pas déléguer ça aux autres. Et on ne délègue pas non plus son ventre à un tiers. Celui qui vous tient votre ventre vous tient. Donc, il y a deux choses au moins qu'il ne faut pas déléguer. Hein? La sécurité alimentaire, il ne faut pas la déléguer. La sécurité énergétique, il ne faut pas la déléguer. Et moi, je note l'impulsion apportée pour résoudre le problème énergétique. Je note aussi, pour y avoir participé à cet atelier qui a revu la stratégie du Bénin, on appelle ça la CONADER, par rapport au développement des énergies renouvelables, que la volonté politique l'a porté en termes de contribution du renouvelable au mix énergétique de 10% à 30%. Et la tendance est bonne pour y parvenir, puisqu'il y a des centrales photovoltaïques qui sont inaugurées, avec l'avantage qu'on déploie plus vite le photovoltaïque en termes de rapidité de mise en œuvre, et de mise en œuvre dans des zones hors réseau, hors grid, comme on dit, plus vite que l'approche traditionnelle. C'est vrai que ça demande plus d'investissement en capital,
mais qui s'amortit et se lisse beaucoup plus vite que le reste. Donc, nos pays, l'Afrique a besoin d'une vraie transition énergétique qui joue sur ses avantages comparatifs. Si vous allez au Kenya, l'énergie thermale est à profusion. Ce que nous n'avons pas, mais qu'eux, ils ont, et qui leur permet de produire de l'énergie par rapport à ce qui sort du sol. Vous voyez? Donc, la transition énergétique doit être pensée à l'aune du potentiel de chaque pays. Monsieur Chili. Oui. Monsieur le ministre, les pays occidentaux interdisent aux Africains l'exploitation et l'usage des énergies fossiles, et dans le même temps, les pays comme l'Allemagne en font l'usage pour la réhabilitation de leurs centrales d'énergie fossile. N'y a-t-il pas une dichotomie dans cette approche? Oui, c'est sûr. Mais en fait, vous avez bien vu qu'avec la guerre en Ukraine et les problèmes d'approvisionnement en gaz, les Allemands, mais ils ne sont pas les seuls, les pays ont rapidement revu leur stratégie à court terme par rapport à leurs engagements liés aux émissions de gaz à effet de serre. Et ils disent que, ayant fait de tels ajustements, qu'ils vont tenir leurs engagements. À voir. Les pays africains doivent, par rapport à la nécessité de l'action climatique, qui doit être systémique, chaque pays doit regarder quels sont les avantages comparatifs qu'il a pour faire ses choix en termes d'action climatique. C'est pour ça qu'on a parlé de contribution déterminée au niveau national et qui n'est pas fait parce que l'Allemagne le dit, ou les États-Unis le disent, ou le Japon le dit, non, ou la France le dit, mais parce que c'est bon pour nous. Donc, quand à la COP27, ce que vous dites là a été sur la table, les pays africains ont fait chorus pour dire, vous n'allez pas nous dire ce que nous allons faire. On convient des objectifs à atteindre en tant qu'humanité parce que, en fait, le risque climatique, c'est la menace de rendre la Terre invivable. Donc pour nous tous, mais chacun à l'aune de ce qu'il a comme potentiel, va choisir ce qu'il va faire. Les pays africains ils ont été intransigeants dessus. Cela ne veut pas dire qu'il faut rentrer chez soi pour faire des investissements pour hier. Il faut investir pour demain. J'ai deux questions bonus. Oui. À part vous, qui pour poser une question? Ok. Il va falloir vous entendre. Madame, allez-y. Oui. J'ai plus peur. Pourquoi? Parce que la terre de nos arrière-petits-enfants est en danger. D'accord. Vous avez parlé de saut technologique. Effectivement, pas plus tard que le lundi soir, je regardais France 24 et je me suis posé des questions. Qu'est-ce que nos pays africains font pour pouvoir parler au fait que d'ici 5-10 ans, nous aurons des voitures uniquement électriques? J'ai vu, ils ont même fait des stations électriques. C'est pendant au moins 5-10 minutes, j'étais étonnée et les vues commencent pas à s'accélérer. Parce qu'ils ont vu que depuis quelques temps, cette année, ça arrive à eux bon. Et ce qui en est la cause aussi, c'est la guerre en Ukraine. Parce que ça va me tomber dessus. Je me souviens quand les voitures ne commençaient pas à arriver, il y avait beaucoup de casse, les mécaniciens n'y arrivaient pas, pour au Ghana et tout ça. C'est ma première question. Deuxième question, c'est que par rapport à l'environnement, moi je suis avec Denis Sevuvette, où on accompagne les sociétés de gestion des déchets à faire des campagnes de salubrité une fois par mois selon le cas de l'événement. On était au pont de Djonou en descendant le Calabi il y a 2 semaines et le samedi dernier à Minochou. Mais la population est-elle éduquée? Je ne sais pas. Parce qu'il y a tellement de gros déchets, je ne sais pas ce qui se passe. Et aussi, il y a l'urine partout. Et il y a une dame qui me posait la question, mais ils urinent partout. Je ne peux pas les incriminer. Il n'y a pas une solution pour eux. De quoi on nous parle? Il y a bien eu une loi sur l'hygiène publique et tout, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on donne? Combien de réponses nous donnons à ceux qui sont sur la route? Il n'y en a pas. Et donc, on va les arrêter, mais ils vont, voilà ce qu'ils vont faire. Maintenant, deuxième chose aussi. Troisième alors. Oui. Troisième chose, pardon. Allez-y rapidement. Excusez-moi, oui, voilà.
Et ma plus grande préoccupation, souvent nous parlons de sachets. Mais il y aura bientôt un gros problème que nous ne voyons pas. C'est derrière vous. Tournez. Retenez les vaches. Et donc, j'avais mis tout un système en temps. Et puis j'ai même été au ministère du cadre de vie. Mais vous n'avez pas une bonne équipe et tout. Pour voir comment faire. Parce que bientôt, tout cela nous oui, c'est les vaches, c'est petit. Vraiment, c'est un gros problème. Et là, j'aimerais bien vous prendre comme assistant. Voilà, et peut-être qu'on en discutera pour mettre tout en place, pour pouvoir éduquer la population et voir comment valoriser. Parce que j'ai déjà plein de stratégies derrière et tout. Il y a aussi l'éducation, l'IEC qui font aussi beaucoup d'argent. Comme il y a les journalistes qui sont là, peut-être aussi pour nous accompagner. Parce qu'il faut éduquer la population. Et tout ça va nous envahir. Quelqu'un, une grand-mère met dans une maison, on met une vache devant et c'est devenu une pratique. Pour ne pas mobiliser tout ça, peut-être qu'on va se voir après, pour voir comment faire pour que le Bénin ne soit pas d'ici quelques années confronté à ça. C'est une vraie réalité. Et chez les imprimeurs, et chez ceux qui commandent. Merci, Madame Salamat. 3 choses. La première, en ce qui concerne la transition vers les modes de mobilité urbaine électrique. C'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est pour ça qu'il faut décider aujourd'hui pour que très vite, quand les véhicules, y compris hybrides, vont devenir moins chers parce que on a décidé de ne plus en fabriquer pour passer au tout électrique, ça va devenir moins cher et donc ils auront envie, ou nous aurons peut-être envie d'aller importer ça pour meubler notre parc. Il faut éviter cela, investir aujourd'hui, former aujourd'hui ceux qui vont être en mesure d'assumer cette mutation-là, qui est nécessaire et qui est rentable. Il faut savoir qu'un véhicule électrique, ça tombe moins souvent en panne qu'un véhicule thermique, ça a moins de pièces détachées qu'un véhicule thermique, et ça s'entretient vite. Donc, si le gouvernement prend sur lui, par exemple, de faciliter l'importation, parce qu'il y a une défiscalisation sur les véhicules neufs, en profiter pour qu'on constitue un parc, que les infrastructures par exemple, il faut des stations, pour que les stations permettent soit de changer de batterie, de louer de batterie ou de charger son véhicule. C'est autant d'investissements. Et nous aurions tort de penser que c'est pour les autres, c'est pas pour nous, c'est pour nous. Et le penser maintenant, en se donnant des horizons pour le faire, serait à la fois un investissement pour la formation technique dans nos écoles, dans nos lycées, permettre aussi de renouveler notre parc, de réduire la pollution. Je me souviens, en l'an 2000, le coût de la pollution atmosphérique au plan national était de l'ordre de 1,2% du PIB en l'an 2000. Vous imaginez, à ce prix-là, on aurait pu subventionner l'acquisition de motos neuves, plutôt que des motos à 2 temps. Donc, c'est à cette échelle qu'il faut calculer. Ça, c'est pour ce qui concerne les véhicules. Pour ce qui concerne la salubrité, vous savez, je pense toujours que la meilleure façon de promouvoir une loi, c'est de l'appliquer. Ce n'est pas d'en parler. Il y a un temps pour en parler, qui est nécessaire, qui fait partie de la stratégie pour mettre en œuvre la loi. Mais il faut appliquer la loi. Quand on fait des IEC et qu'on fait des campagnes et tout ça, si la loi n'est pas appliquée, les gens vont se dire, bon, c'est pour de la parole. Donc, mettre en place le dispositif d'accompagnement pour qu'il y ait des services urbains, les équipements urbains qui permettent d'aller uriner, ça fait partie des services urbains sur lesquels on a du retard. Les mettre en place est une nécessité. Mais sortir de chez soi en calculant qu'on ne doit pas uriner dans la rue, chacun de nous peut le faire. Et rendre l'acte incivique coûteux pour ceux qui font montre d'incivisme fait partie d'un bon investissement que nous devons tous accepter, appliquer la loi. Appliquer la loi. Parce que cela participe du bien commun. Votre dernière question sur les vaches pose en fait la question globale de la gestion des déchets plastiques. C'est un tout. On ne peut pas prendre les bâches à part, c'est un tout. Et il faut pouvoir
en limiter l'importation, surtout pour les sachets plastiques à usage unique. Et maintenant, pour ce qui n'est pas à usage unique et qui est nécessaire, veiller à ce que et les importateurs et les utilisateurs s'accordent pour qu'il y ait des process de recyclage. Et que ça doit être la condition pour qu'il y ait des groupements d'intérêt économique qui se mettent en place dans les différentes filières qui ont besoin de ça pour mettre en place des filières de recyclage. Et ça devient de l'économie. Ça devient de l'économie circulaire. Je pense que le 2 février a été la journée internationale de la sécurité. Dans le pays qui est le nord du Guinée, qu'est-ce qui est fait ou qu'est-ce qui peut être fait pour mieux valoriser ces autres humides-là? Deuxième question, nous avions parlé des véhicules électriques, mais nous ne pensons pas très souvent à la phase de fabrication de ces engins-là. Quel est l'impact des sociétés qui fabriquent ces engins-là sur l'environnement? Parce que c'est un processus. Il faudrait que ces sociétés-là aient des matériaux pour la fabrication. Mais on ne pense pas très souvent à l'impact de ces matériaux-là sur l'environnement. La troisième question, elle a rapport avec la zone industrielle. Nombreuses sont les entreprises internationales qui sont venues s'installer. Certainement des études ont été faites pour mesurer également leurs impacts sur l'environnement de notre pays du Bénin. Bien vrai, on va les primer ou on va les sanctionner en termes d'argent. Ça va être on va gonfler notre économie. Mais est-ce qu'on prend en compte réellement les impacts néfastes que ces entreprises-là auront sur notre environnement? Vous voyez, les zones humides font partie du capital naturel de chaque pays. Et votre question, en réalité, c'est le responsable en charge de cela au cadre de lui qui pourrait vous dire ce qui est prévu, ce qui va se faire. Les informations que moi j'ai datent déjà. Mais ce dont je peux vous assurer, c'est autant les forêts sont précieuses, autant les zones humides sont précieuses. Et il ne faut ni les remblayer, ni les utiliser autrement qu'en travaillant à les valoriser. Elles ont un atout touristique, en particulier en termes d'écotourisme. Elles abritent un habitat qu'on a intérêt à ne pas perdre. Parce que perdre cela, c'est en fait éroder notre propre biodiversité qui est le substrat de notre propre fonctionnement écologique. Et j'en passe. Donc, je n'ai pas d'éléments récents à apporter comme réponse à votre question. En ce qui concerne les véhicules ou la fabrication des véhicules électriques, vous avez raison aussi que quand on en parle, on ne voit pas tout le cycle de vie des matériaux et de leur sourcing, de là où on les prend. Et vous voyez, il y a une vraie bataille aujourd'hui dans le monde vers les matières stratégiques qui vont faire l'économie d'aujourd'hui et de demain en termes d'énergie électrique et y compris de cette transition énergétique-là, les terres noires et tout ça. Et l'Afrique a un potentiel incroyable par rapport à ça. Moi, je voudrais que les Africains s'entendent dans le cadre de la ZLECAf pour qu'on n'exporte pas ces matériaux-là bruts, que celui qui veut, qui en a besoin, vienne et transforme ça en Afrique. Sinon, on aura encore une autre forme de malédiction de matières premières. Et quand je vois la bataille qui se mène, par exemple, en RDC, autour de l'accès à ces ressources-là, on voit bien que les forces en place dépassent la capacité de réaction du gouvernement congolais. Ce n'est pas une excuse pour ne pas agir, mais pour dire que quand nous parlons de ZLECAf, de la zone unique pour le commerce en Afrique, ça doit avoir pour impact l'industrialisation de l'Afrique et le fait qu'on aurait tous accès à une zone, à un marché qui est vraiment à l'échelle et qui permettrait, par exemple au Bénin, de produire dans la zone agroélectrique, de produire des véhicules électriques
des batteries, pas seulement pour le Bénin, parce que notre marché est trop étroit pour intéresser un investisseur qui voudrait faire ça, mais que sa chaîne de valeur, il puisse la calculer au-delà du Bénin pour la CEDEAO et j'en passe. Donc, oui, il est important dans le même temps de regarder les études d'impact environnemental et social. C'est une obligation de par la loi. C'est-à-dire le gouvernement a l'obligation de conduire ces études d'impact-là pour chaque entreprise qui vient. Au-delà du fait qu'il y a certainement une étude d'impact stratégique sur l'ensemble de la zone, qui a l'avantage de circonscrire ces industries dans une zone bien maîtrisée et que les impacts qu'on peut anticiper peuvent avoir des réponses mutualisées par rapport à la zone. Mais c'est une obligation légale et j'imagine que personne n'y déroge. Vous voyez. Et votre troisième question vous voudriez bien le rappeler. Ça a rapport avec l'impact sur l'industriel. Oui, donc j'ai lié les deux. Il faut nous réjouir de ce que nous soyons en train de sortir de ce que mes amis suisses qui étaient venus ici au Bénin, il est venu, il a circulé. Première question qu'il me pose à son retour, il me dit mais j'ai vu des grosses damjans au bord des rues, là où vous vendez du vin au bord de la route. Et je lui ai dit non, c'est pas, malheureusement pas du vin, c'est du carburant frelaté. Et la chose principale qu'il a dit, par contre, dit vous importez votre pauvreté et vous importez votre richesse. Parce que tout ce que vous exportez n'est pas transformé. Et je pense que la zone de Globigé est une réponse qui ne sera certainement pas la dernière. La preuve, vous voyez à quel rythme ça se remplit. Et que nous décidions que progressivement, notre coton ne sortira plus brut, c'est nous assurer que ça et puis ça et tout ce que je vois ici, qu'on puisse le produire ici, que la valeur ajoutée reste au Bénin, que cela concourt par exemple à impulser la mise en œuvre des investissements pour accroître, améliorer le capital humain. Et j'en passe. Donc, il faut se réjouir de ça et il faut souhaiter que progressivement d'autres viennent et connaissent d'autres zones. Finalement, avec les précautions requises. Finalement, il existe une forte corrélation croissance économique d'un État et environnement. C'est clair. En fait, je vais reprendre l'exemple que j'ai donné sur la gestion durable des terres. Quel est le premier patrimoine, la première ressource de l'économie béninoise? C'est la terre. C'est la terre. Et que ce soit l'agriculture, le tourisme, et tout ça, c'est la terre. Et avec tout ce qui en découlerait en termes d'agro-business, de transformation, c'est la terre. Imaginez que, à force de perdre, d'avoir une croissance des terres enclavées, comme je l'ai dit tout à l'heure, si ça se poursuit comme ça a été le cas pendant la décennie 2010, à un moment donné, le Bénin n'étant pas extensible, on aurait atteint les limites du Bénin. Or, il se fait que le Bénin n'est pas extensible, que la terre n'est pas extensible. On parle des limites de la terre. Il y en a 9. Il y en a 9 total. Et parmi elles, l'une des limites, c'est le changement climatique. C'est la capacité de l'atmosphère à absorber les gaz à effet de serre. Et là-dessus, on a déjà dépassé ça. L'autre limite qu'on a déjà franchie, c'est l'érosion de la biodiversité. Donc, vous voyez, c'est vrai pour nous tous, comme communauté humaine sur la planète, et c'est vrai pour chaque pays. Alors, nous sommes au terme de cet échange. Vous avez un mot de fin, M. Akada? Je voudrais, comme j'ai eu l'occasion de le dire dessous, vous féliciter. Vous êtes dans un créneau où des acteurs comme Madame et comme des acteurs économiques ont besoin de l'information économique pertinente pour pouvoir décider. Je voudrais, c'est pour ça que je suis un de vos lecteurs assidu et je voudrais vous encourager. Je voudrais aussi souhaiter que dans mon pays, et vous inviter à le faire, que vous mettiez à la disposition de vos lecteurs de l'information pertinente sur la corrélation entre la production, son implication écologique et son impact sur l'environnement.
et l'inverse. Quand je dis par exemple que le coût de la dégradation des terres sur l'économie en termes de valeur du PIB pour l'année 2000, on a calculé aussi que si le Bénin restaurait ces terres telles qu'il s'est engagé, par rapport au budget, non, au PIB de 2015, ça pourrait potentiellement apporter une impulsion de l'ordre de 6,12% à notre PIB. Ce sont des données calculées par des gens dont c'est le métier. Donc je voudrais vous inviter à apporter régulièrement de tels éclairages à vos lecteurs. Vous voyez, moi je suis venu avec une demande. C'est bien entendu. Merci, Monsieur Luc Marie Constant Niakadia. Vous êtes le premier invité du Club de l'économiste pour l'année 2023. Merci à vous tous, chers professionnels des médias. Merci, Madame Salimat, pour votre présence. Nous allons faire la photo de famille pour finir.